Fidèles téléspectateurs de BMT Télévision, bienvenue à tous et partout où vous nous suivez. C'est votre chaîne BMT Télévision et surtout votre émission Économie et Société. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Tshibangou Gustave, qui est économiste assistant à la faculté de sciences économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame la journaliste. Alors, avec M. Gustave Tshibangou, nous allons parler de l'inflation et taux d'échange. C'est au fait ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, où la femme, la ménagère surtout, comme on l'a dit, le panier de la ménagère souffre quelque part parce qu'il y a taux d'échange. Et on voudrait vraiment que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand il y a inflation surtout, et aussi qui occasionne directement, je crois, le taux d'échange. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je suis d'abord très heureux d'être passé à BMTV et je suis économiste, comme vous m'avez présenté. Et je dis également merci à l'initiateur, en réalité, de cette grande télévision. En fait, le taux de change et inflation en République démocratique du Congo, c'est un sujet qui est traité depuis plusieurs années. Il y a plusieurs études là-dessus, que ce soit au niveau des universités, mais également au niveau du gouvernement. Mais une chose que les Congolais doivent savoir et comprendre est qu'aujourd'hui, les taux de change, mais également l'inflation, ne sont plus des problèmes conjoncturels. Ça veut dire des problèmes de court terme, genre une année, mais ce sont des problèmes qui sont devenus des problèmes structurels. Ça veut dire que c'est lié aux structures, ou soit à la structure même économique. Et vous allez voir aujourd'hui, par exemple, le taux de change est autour de 2850 francs les dollars. Mais la question qu'on peut se poser, comment on en est arrivé là? Exactement. Donc, nous quittons, par exemple, en 2016, je crois, 2015, on était autour de 920, voire 1200 francs les dollars. Mais en quelque chose de 7 ans, on est autour de 2850. Mais ça devient fréquent, j'ai l'impression comme si on n'arrive vraiment pas à les stabiliser. Effectivement, donc on n'arrive pas à le stabiliser, voilà pourquoi cette dépréciation est forte. Et je vais donner d'ailleurs, pour démontrer cette forte dépréciation, c'est qu'entre l'année 2020 et 2023, le franc congolais a perdu plus de 21,6%. Ça veut dire qu'il y a eu une perte de la valeur. Et lorsqu'il y a la perte de la valeur de la monnaie, de notre monnaie, les francs congolais, cela revient à dire que le panier de la ménagère, comme vous l'avez dit, subit une pression. Et le pouvoir d'achat de Congolais ou de ménages baisse. Maintenant, il y a des causes. Il faut maintenant savoir qu'est-ce qui cause la dépréciation du taux de change. Mais qu'est-ce qui cause alors? Allez-y directement. Et donc, parmi les causes ici, nous devons les identifier en termes d'horizon temporel. Il y a des causes de court terme, mais également des causes de moyen et long terme. Et en ce qui concerne le court terme, la première cause, c'est le déséquilibre sur les marchés d'échange. Et les marchés d'échange n'est rien d'autre ici. Ce qu'il faut savoir, c'est les lieux de rencontre entre l'offre des devises et la demande des devises. Et l'offre des devises ici, dans les cas de la République démocratique du Congo, c'est l'offre de dollars et la demande de dollars. Et aujourd'hui, quand vous regardez la structure, ou soit la manière où est compartimenté le marché d'échange congolais, c'est une spécificité également de l'économie congolaise. Nous avons deux compartiments, ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, dans d'autres grandes économies. Nous avons d'un côté un marché officiel qui a des acteurs, entre autres la Banque centrale, mais également les banques et les bureaux de change. Mais de l'autre côté, vous allez trouver un marché d'échange noir, ce que nous appelons les marchés parallèles. Okay. Vous allez aller même devant vous ici, vous allez trouver quelqu'un qui a une petite cabine téléphonique qui fait les opérations d'échange. Cette personne, en réalité, n'est pas cambiste. C'est un changeur de monnaie. Il n'est pas reconnu ni agréé par la Banque centrale pour effectuer les opérations d'échange. Mais y a-t-il une différence entre cambistes et c'est ceux-là qui changent? Effectivement, il y a une différence. La différence, c'est quoi? C'est que
Un cambiste, c'est celui qui est agréé au niveau de la Banque centrale. Ça veut dire c'est lui qui est allé demander. Il a fait une demande d'être agréé comme cambiste. Ça veut dire qu'il a tous les documents, qu'il a l'autorisation de la Banque centrale à pouvoir exercer les opérations de change. Et il est repris au niveau de la Banque centrale. Il est également obligé de pouvoir, chaque fois, c'est comme des bureaux de change, chaque fin de la journée, il doit transférer à la Banque centrale ses opérations d'achat et des demandes des devises. Dans les cas échéants, des dollars. Ça veut dire s'il a vendu pour 1000 $ toute la journée, à 16 h, donc de 8 h à 16 h, le marché est ouvert, il doit transférer ces informations au niveau de la Banque centrale et c'est au travers ces informations combinées de plusieurs cambistes que la Banque centrale calcule les taux de change à l'ouverture de la journée de demain. Oui, mais comment le reconnaître? Parce que finalement, avec tous les gens qu'on rencontre sur la route, ils ne sont vraiment pas des cambistes. Effectivement, ce sont des changeurs de monnaie. Ils ne sont pas reconnus. C'est comme ça qu'on les appelle les participants, soit les acteurs du marché noir, le marché parallèle. Et la difficulté maintenant à l'autorité monétaire de pouvoir mettre en place sa politique d'échange se trouve à ce niveau-là. Ce qu'on ne trouve pas dans d'autres économies. Donc, vous trouvez un marché parallèle qui effectue en réalité des grandes opérations. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un importateur, par exemple, de biens de l'étranger. Je ne suis pas satisfait au niveau du marché d'échange officiel. Tout ce que je fais, c'est venir sur le marché d'échange parallèle, acquérir les devises. Et en ce moment-là, je vais pouvoir proposer, parce que nous sommes dans un régime d'échange flottant, bien qu'administré. Ça veut dire c'est le mouvement ou soit la loi de l'offre et de la demande des devises qui détermine le taux de change sur le marché. Ce n'est pas la Banque centrale qui fixe le taux de change. La Banque centrale calcule ce que nous appelons le taux de change indicatif. Okay? C'est un taux d'échange qui indique en réalité le cambiste à pouvoir se conformer quant à ce. Mais ce n'est pas un taux fixe où la Banque centrale se réveille un matin et dit à partir d'aujourd'hui, le taux est à 1000 francs. Ou à partir d'aujourd'hui, le taux est à 2800. Non. Donc, quand vous voyez la Banque centrale publier un taux de change, c'est le taux de change qui est calculé sur base des informations lui transférées par le cambiste agréé au niveau de la Banque centrale. Mais sur le marché, nous avons un marché noir qui a plusieurs acteurs, entre autres les changeurs de monnaie dont nous faisons allusion, qui ne transfèrent pas en réalité leurs opérations d'échange au niveau de la Banque centrale. Oui, donc, mais les dollars s'échangent de la même façon ou de la même manière. Donc les taux d'échange, c'est à 2850 francs au niveau de la Banque centrale et au niveau des sécambistes aussi. Non. Au niveau maintenant des sécambistes, vous allez trouver que le taux est toujours élevé par rapport au taux de change indicatif. Pourquoi? Parce que moi, qui est de francs congolais par exemple, je dois importer les marchandises de la Chine. J'ai besoin d'avoir, je n'irai pas avec mes francs congolais, je vends en francs congolais dans mon supermarché, dans ma boutique, mais lorsqu'il faut importer, ou soit lorsqu'il faut partir acheter à l'étranger, je dois avoir le devise. Et il y a des durées, des délais qui sont bien déterminés. Je dois importer par exemple mes marchandises à partir de la Turquie le 15. Mais je me retrouve par exemple le 14 avec des millions de francs congolais, mais je n'ai pas accès aux devises sur le marché de change officiel. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur le petit cambiste, je prends 1000 $. Le prix que je vais proposer sera généralement un prix d'achat supérieur par rapport au prix sur le marché officiel. Parce que c'est la confrontation entre la loi de l'offre et de la demande. Donc, lorsque maintenant les francs congolais sont plus nombreux sur le marché, les prix de dollars va faire quoi? Va augmenter. C'est ce qui entraîne ce que nous appelons la dépréciation. Donc, l'offre, le déséquilibre entre l'offre des devises et la demande des devises est la première cause des courts termes sur le marché d'échange. Et deuxième cause sur le marché d'échange à court terme, c'est qu'en République démocratique du Congo, il y a une forte spéculation. Et vous également, qui êtes la presse, vous avez un rôle à jouer également, même dans la détermination du taux de change. Dans quel sens? Parce que l'information que vous donnez, les cambistes, mais également les changeurs,
la reçoivent telle que. Regardez dernièrement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu une communication de la Banque centrale sur les dispositifs de paiement électronique, je crois, où on a demandé, la Banque centrale a instruit à tous les supermarchés qui avaient les dispositifs de paiement en devises de pouvoir les transformer en francs congolais. Parce que dans le cadre des mesures de dédollarisation de l'économie nationale, il faudrait que les transactions qui sont faites sur ces marchés, les achats, se fassent en francs congolais. Ça ne devait pas se faire en devises. Et la Banque centrale a instruit. Mais c'est allé dans tous les sens. Il y a ceux qui ont commencé à dire que d'ici là... C'est une mesure qu'on avait déjà prise il y a longtemps, je me rappelle très bien, mais on ne l'a jamais appliquée. Effectivement, mais la Banque centrale quand même a tenu à pouvoir mettre ça en application, mais l'information a circulé selon laquelle on n'aura plus accès aux devises sur les distributeurs automatiques des billets. Donc cela a engendré une anticipation de personnes, mais également des ménages, qui chacun voulait maintenant se protéger, se débarrasser des francs congolais pour se protéger avec l'achat des devises. Et cela peut entraîner automatiquement la dépréciation du franc congolais, sans que, en réalité, les bases économiques soient influencées. Vous voyez un peu. Donc, l'information également est très importante. Et la spéculation peut faire en sorte que le franc congolais ne soit pas stable. Ça, c'est à court terme. Mais une question avant que vous ne puissiez continuer. Pensez-vous que nous avons une bonne politique monétaire? Parce que quand vous avez parlé des marchés noirs et tout consort. Non, effectivement, cette question est abordée, comme je vous ai dit. Je suis également assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Il y a plusieurs études, mais également plusieurs travaux de mémoire que nous dirigeons. Et ces études ont démontré l'inefficacité, en réalité, de la politique monétaire de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis partisan, d'ailleurs, je propose à ce que nous puissions revenir sur certains instruments de la politique monétaire qui ont été abandonnés du fait de la libéralisation financière qui nous avait été imposée, en réalité, par les institutions internationales, entre autres le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique monétaire de la RDC devait recourir à certains instruments directs, entre autres. Aujourd'hui, madame, est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a certaines contrées de la République démocratique du Congo où les francs congolais ne circulent pas? Lorsque vous allez à Aru, vous allez trouver que les Congolais ont plus confiance à la monnaie ougandaise que la monnaie franc congolais qui est la leur. Alors que vous savez avec moi que la monnaie est un symbole de souveraineté. Si aujourd'hui nous voudrions que la République démocratique soit souveraine, il faut commencer d'abord à faire en sorte que la monnaie nationale circule dans tout le pays. Donc vous voyez que cette sous-monétarisation de l'économie nationale ne permet pas également à la Banque centrale de pouvoir mener à bon port sa politique monétaire, mais également les instruments. Quand vous prenez par exemple les taux directeurs de la Banque centrale, en réalité, les taux directeurs, c'est un instrument de financement de l'économie nationale. Lorsque la Banque centrale décide partout ailleurs, si aujourd'hui on vous dit par exemple que la Fed a augmenté ou a baissé son taux directeur de 1%, c'est l'économie mondiale qui est en ébullition. Ce qui revient à dire que lorsqu'on bouge cet instrument, on doit sentir en réalité les financements de l'économie. Mais en République démocratique du Congo, toutes les grandes études qui ont été faites ont démontré que malgré qu'il y a généralement la baisse du taux directeur en République démocratique du Congo, les financements ne suivent pas. L'économie est sous-financée. Pourquoi? Parce que déjà la structure même financière de la RDC est composée beaucoup plus de banques étrangères. Est-ce que vous pouvez savoir qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas une banque nationale? Donc les problèmes viennent de là? Les problèmes viennent également de là. Comment une économie, un pays qui se dit grand, ne peut pas avoir une banque, ne fût-ce qu'une banque seulement, nationale? Toutes les 18 banques que nous avons en République démocratique du Congo, ce sont des banques étrangères. Et ces banques-là se réfèrent généralement à leur maison mère. Les actionnaires de ces banques, la majorité, ce sont des étrangers. Lorsqu'il y a des dividendes à pouvoir payer,
ces dividendes ne restaient pas dans le pays. Ces dividendes vont à l'extérieur. Et qui dit ces dividendes dit les devises. Donc ça ne reste pas dans le pays, ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Ça veut dire que c'est les dollars qui sortent de la République démocratique du Congo vers l'extérieur. Et du coup, il y a une quantité en réalité de dollars qui reste petite, qui n'arrive pas à confronter l'offre de la monnaie nationale qu'il y a sur le marché. Et par ricochet, la dépréciation de taux de change. Donc vous comprenez qu'il est important aujourd'hui que notre politique monétaire... Mais avec les hommes d'affaires que nous avons, les entrepreneurs que nous avons, nous sommes incapables d'avoir notre propre banque. Non, en fait... Ça n'a rien à voir avec eux. Effectivement, nous avons des hommes d'affaires, bien sûr, mais l'État également a une part de responsabilité. Parce que vous savez que l'État doit être cet acteur régulateur, cet acteur qui crée un cadre propice à l'investissement, un cadre d'attraction des investissements. Donc, il faut attirer les investisseurs. Nulle part au monde où vous allez trouver une économie qui n'a pas un bon climat des affaires, avoir des investisseurs venir de l'étranger. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans les domaines agricoles, madame. Mais pour investir dans ces domaines agricoles, il faut des gros investissements. Il faut des investissements de long terme. Mais les banques que nous avons, ce sont des banques qui accordent des crédits, d'abord des crédits de consommation et des crédits à courte durée. Vous ne pouvez pas aller à l'une de nos banques actuelles demander un crédit de 20 ans et vous le trouvez. Donc un pays qui n'a pas une banque d'investissement, nulle part au monde où vous pouvez aspirer à un développement économique avec des institutions financières qui accordent des crédits de court terme et qui accordent des crédits de consommation. Ou dans ces institutions, on trouve les dépôts des banques constitués majoritairement des dépôts à vue. Les dépôts à vue ne veulent rien dire que les dépôts qui peuvent être convertis facilement en billets. Ça veut dire des dépôts retirables à tout moment. Et aucune banque ne peut baser sa politique de financement, sa politique de crédit sur les dépôts à vue. Il faut renverser cette pyramide, avoir une composition des dépôts qui, 60% des dépôts à terme, qui va permettre en réalité aux banques de pouvoir accorder du crédit. Voilà là où maintenant la responsabilité est partagée à la fois au niveau de l'État, mais également au niveau de la population. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Ceux qui ouvrent des comptes en banque, les Congolais, qui ouvrent des comptes dans nos différentes banques, ouvrent-ils ces comptes pour pouvoir épargner? Pas du tout. Ils ouvrent des comptes en réalité, c'est pour effectuer des transactions. C'est pour se faire payer. Et dès qu'on paye la personne retire quasiment la totalité de ce qu'il y a dans les comptes bancaires. Allez faire des investigations, vous n'allez pas trouver de l'épargne dans ces comptes. La majorité... Non, mais il y a des comptes épargne quand même. Non, les comptes... Mais madame, quand on vous dit les comptes épargne là, il faut regarder la portion. Combien de Congolais épargnent? Si aujourd'hui, on n'a pas un système financier fort qui puisse permettre à financer des grands investissements, je pense qu'on serait toujours en train de parler de cette question ou de cette problématique de la dépréciation de taux de change. Donc, je vais revenir maintenant sur l'horizon de moyen et long terme. Le cause de moyen et long terme, c'est que principalement, c'est au niveau du produit intérieur brut. Donc, les niveaux de la production. Comme je vous ai dit en l'entame de notre émission, que les taux de change, mais également l'inflation, ne sont plus aujourd'hui des problèmes conjoncturels. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des problèmes de court terme, mais des problèmes structurels. Et qui dit structure, dit production. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez la structure de production de la RDC, la majorité du produit intérieur brut de la RDC est financée par les étrangers. En réalité, on peut se dire que la production que nous avons, ce n'est pas la production de la RDC. C'est la production étrangère. Pourquoi je l'ai dit? Elle est étrangère dans le sens où plus de 60% de ces PIB vient des entreprises minières. Et ces entreprises minières sont composées de quelles entreprises? C'est Tenke-Fungurume. La Gécamine, qui était hier pourvoyeur de la croissance économique de la RDC,
pourvoyeur de la production nationale. La Gécamine a été privatisée. Aujourd'hui, avec les contrats, vous avez vu la Sécomine par exemple, où les entreprises chinoises sont venues, tout ça. Donc, vous allez trouver les 5 grandes entreprises minières de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont étrangères. Donc, on en sortira difficilement. Donc, pour s'en sortir, il est difficile. Donc, il faut changer des paradigmes, il faut renverser la pyramide, avoir le courage d'avoir nos propres entreprises, d'avoir nos propres hommes d'affaires, d'avoir nos propres banques. Oui, mais nous avons des hommes d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, M. Tshibambu? Nous avons deux hommes d'affaires. Nous avons nos propres entreprises. Il y en a combien finalement à Kinshasa? Madame, on n'a pas d'entreprise. Je peux vous démontrer cela au travers quelques statistiques, qu'on n'a pas d'entreprise. Il ne faut pas qu'on se voile le face, qu'on soit entré dans une forme de populisme. Donc, on n'a pas d'entreprise. Voilà pourquoi, je pense, le président de la République est en train d'effectuer 2 fois de voyage, que les gens pensent que c'est pas bon. Mais moi, je pense qu'en termes d'investissement, c'est important d'aller chercher également les investisseurs. Parce que nous n'en avons pas en République démocratique du Congo. Les grands investisseurs. Donc, je vais vous démontrer au travers quelques statistiques que la République démocratique du Congo n'a pas d'industrie, n'a pas d'entreprise. Je vous ai parlé de la structure de la production. Mais je vous parle maintenant de la structure d'exportation de la République démocratique du Congo. En fait, entre 2013 et 2023, 10 ans, ça veut dire une décennie, au lieu que nous fassions la marche en avançant, nous avons fait la marche à reculons. Ça veut dire nous sommes en train d'avancer, mais nous reculons. On a l'impression comme si on avance. Alors qu'on avance pas. Les années avancent parce que de 2013 à 2023, c'est 10 ans. Mais sur le plan exportation, nous étions en marche à reculons. Donc, nous avons sur 100% des exportations de la RDC. En 2013, nous étions autour des 93% d'exportation de produits miniers et hydrocarbures. Ce qui revient à dire les entreprises minières dont je vous ai parlé ici. Ces entreprises minières, ce sont des entreprises étrangères. En réalité, elles produisent et elles exportent vers l'étranger. Et dans la structure d'exportation du pays, 93% en 2013 étaient composés de matières premières, ça veut dire des produits miniers, ainsi que des hydrocarbures. Après 10 ans, la structure d'importation passe par rapport aux produits miniers et hydrocarbures de 93% à 98,3%. Voilà pourquoi je vous dis que nous faisons la marche à reculons. Ça veut dire, en réalité, si on avait des bonnes politiques économiques pendant 10 ans, on serait quitté, par exemple, de produits d'exportation miniers de 93% à 60%. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts, on a réduit le nombre d'exportations de produits miniers et on a augmenté le nombre d'exportations de produits industriels, par exemple. Mais n'avez-vous pas l'impression comme si, excusez quand même, n'avez-vous pas l'impression comme si la politique a pris le dessus quand même sur l'économie aussi? Oui, nous allons y arriver, madame. Je vais d'abord finir par rapport à ces petites statistiques. Oui, et puis, on va faire le lien avec la politique. Parallélisme. Le parallélisme. Oui. Donc, nous avons cette structure d'exportation qui est passée de 93 à 98. Et dans la structure, ça veut dire les 7% qui restaient en 2013, qui étaient partagés entre les secteurs industriels, mais également les secteurs énergétiques, nous avons, mais également les secteurs agricoles, nous avons quitté des 7 pour tomber à 2. Ça veut dire, nous avons le secteur agricole qui contribuait par rapport aux exportations, 93% des produits miniers en 2013, 1,7% de produits agricoles en 2013, mais nous passons de 1,7% en 2013 à, je crois, 1% en 2023. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde ces deux statistiques, de 1,7 à 1%, après 10 ans, on peut se permettre de dire qu'il y a sous-développement, sous-intéressement
du secteur agricole en République démocratique du Congo. Lorsque vous prenez les secteurs maintenant industriels, nous quittons, je crois, de quelque chose de 0,1% en 2013 à 0% en 2023. Ce qui revient à dire que la structure d'importation de la RDC, d'exportation plutôt de la RDC, est composée majoritairement ou soit totalement des produits miniers. Et ces produits miniers viennent des entreprises minières. Ces entreprises minières qui sont composées majoritairement des entreprises étrangères, américaines, chinoises et autres. Lorsqu'elles exportent, ces entreprises, deux fois leurs bénéfices restent là où ils ont vendu. Et aujourd'hui, la Banque centrale, je crois, est en train d'ailleurs de se battre dans sa politique de change à pouvoir demander, elle a essayé même de relever parce que le principe est que lorsque vous exportez, pour permettre au pays d'avoir un peu plus de devises, il faut que vous rapatriez 60% de ces produits d'exportation. Comme ce sont des dollars, ces dollars-là peuvent permettre à la Banque centrale, en réalité, ici, de pouvoir intervenir chaque fois sur le marché d'échange en termes de réserve. Donc, vous voyez que aussi notre réserve d'échange s'élève à combien? Aujourd'hui, je crois on est autour de 5 milliards de réserves. Mais ce qu'est le Congolais généralement, parce que j'ai lu même dans les réseaux sociaux, nous avons 5 milliards de réserves, mais pourquoi on laisse le franc congolais se déprécier? La Banque centrale n'intervient pas. Oui. Pourquoi? Non, il faut comprendre. Parce que 5 milliards représentent pratiquement, je crois, maximum 2 mois d'importation. Et qui veut dire que si vous consommez ces réserves-là, on l'appelle réserve, pour dire qu'on ne peut l'utiliser qu'en cas de difficultés. Et généralement, il faut l'utiliser également bien stratégiquement, au risque qu'on se retrouve un jour sans réserve. Ça veut dire qu'on ne peut plus importer. Qui veut dire on ne peut plus importer? On ne peut plus manger les Thomson, on ne peut plus manger les riz venant de la Thaïlande, parce que nous sommes des spécialistes à consommer ce qui vient de l'étranger. Regardez dans tous nos supermarchés. Est-ce qu'il y a des produits congolais? Il n'y en a pas. Le secteur agricole n'est pas financé, ce qui fait en sorte que nous sommes un pays extraverti. Une économie extravertie, avec plus, je crois, de 24% de produits d'importation, de consommation. Et encore un autre élément, madame, parce que j'aime bien parler de ces statistiques, j'ai essayé de relier un peu la structure des productions et la structure d'importation de la RDC. Est-ce que vous savez qu'en 2013, 71% des importations de la RDC étaient composées de matériel? En 2013. En 2013. Mais pose-moi la question, ces matériels étaient composés de quoi et quoi? Dans ces matériels, 43% ce sont les matériels utilisés dans les secteurs miniers. Qui veut dire les secteurs qui ne produisent pas en réalité, qui ne créent pas plus d'emplois. Un secteur dans lequel on a des étrangers, dans lequel on a des entreprises étrangères. Et vous savez l'importation d'une drague dans le secteur minier? Les containers que vous voyez là, ce sont des containers de 100 000 $, 200 000 $. C'est beaucoup d'argent. Et lorsqu'on importe ces produits-là, ces matériels-là, c'est pour accroître la production minière. Ce n'est pas pour produire le maïs, ce n'est pas pour produire les Thomson, ce n'est pas pour produire les habits. Non, pas du tout. Ça veut dire d'un côté, nous avons une structure d'importation qui, en réalité, devait nous permettre à faire ce que nous appelons la politique d'import-substitution. Import-substitution veut dire quoi? Nous acceptons de pouvoir être déficitaires sur le plan importation. Ça veut dire qu'on est encore importateur. On est encore importateur. On importe. Et ces produits d'importation nous permettent, si vous importez aujourd'hui un tracteur, par exemple, vous dépensez 50 000 $. En réalité, c'est 50 000 $ qui quittent la RDC vers les États-Unis ou vers l'Union européenne. Mais si on a une projection, dans 3 ans, on est capable que ces tracteurs nous produisent 500 sacs de riz. Ou de maïs. Ou des maïs, exemple, oui. Qui nous permettent de pouvoir économiser 50 importations des sacs de maïs. Ça veut dire que ces 50 sacs qu'on devait importer avec les dollars, on ne va plus l'importer, on va acheter ça en francs congolais, en RDC. Et imaginez que cela se fasse
avec, par exemple, des 100 tracteurs, 500 tracteurs, 1000 tracteurs. Ça veut dire qu'on peut être dépendant sur le plan consommation et ça va nous permettre de pouvoir économiser une certaine quantité. Mais la faute revient à qui exactement? En fait, la faute revient, je peux dire, elle est un peu générale. Parce que le peuple congolais, c'est eux qui subissent. Oui, le peuple congolais aujourd'hui également renvoie toujours la responsabilité à l'État. À l'État, non, pas du tout. L'État a sa part de responsabilité, mais nous également, les Congolais, nous avons notre part de responsabilité. C'est quoi notre part de responsabilité? La part de responsabilité, c'est quoi? Je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'un Congolais qui veut commencer une activité, lorsqu'on lui dit de formaliser son activité, il est contre. Il ne veut pas. Vous lui dites, messieurs, formalisez votre entreprise parce que c'est grâce à cette formalisation que vous pouvez avoir accès, par exemple, à certains prêts ou à certains financements. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, avec les jeunes entreprises, il y a tout un fonds, les fonds de promotion pour l'entrepreneuriat des jeunes au Congo. Mais pour avoir accès à ces fonds, madame, ce n'est pas parce que vous avez votre petite entreprise informelle que vous allez partir directement, on vous donne le fonds. Non, pas du tout. Commencez d'abord par formaliser. Oui. Mais également, ayons cette culture entrepreneuriale. Regardez aujourd'hui même dans nos universités, madame. Quel genre d'universitaires nous produisons? Ça veut dire, on a moins d'entrepreneurs, on a moins de jeunes, mais des hommes. C'est parce que vous restez dans les théories que dans les pratiques, voilà, cher professeur, cher assistant. Non, c'est pas. Il faut pas aussi critiquer la théorie. Parce que, je crois, il y a un auteur qui a, Patrick Lagadec, si je ne m'abuse pas, qui a dit qu'il n'y a pas une bonne pratique qu'une bonne théorie. Donc, la théorie, en réalité... J'ai parlé de plus des théories et moins de pratiques. Moins de pratiques. La théorie, elle doit toujours être là. C'est question pour nous de pouvoir prendre cette théorie et la mettre en pratique. Mais surtout, créer également une certaine connexion. Parce qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre le monde universitaire et l'État, ou soit le monde professionnel. C'est question de créer. Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, vous allez trouver que les universitaires sont formés en fonction de la demande du marché. Ce n'est pas ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe en RDC. Pour le moment, par rapport au sous-développement de la RDC, quels sont les besoins? Nous pouvons avoir plus d'agriculteurs que des économistes. Des avocats. Ou de maîtres juristes, avocats, ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on doit avoir le courage même de se dire qu'il y a un plafond, par exemple, pour les juristes. L'université doit avoir autant d'universitaires sur le plan juridique, mais plus d'universitaires sur le plan technique. La faculté, par exemple, des pétroles et gaz, nous voudrions avoir beaucoup plus. Nous voulons avoir beaucoup plus d'ingénieurs. Et ça s'organise, ça se planifie. C'est autour d'un plan de développement. Donc, on doit carrément changer les systèmes éducatifs. Effectivement, les systèmes éducatifs. De l'autre côté, les secteurs agricoles. De l'autre côté, les systèmes financiers. Donc, c'est un ensemble en réalité. Voilà pourquoi on parle de la mise en place d'un plan national stratégique de développement. Mais un plan national stratégique de développement qui est à l'horizon de 30-40 ans. C'est comme ça que les grandes économies se sont constituées. La Chine, par exemple, s'est constituée pas en 10 ans, pas en 20 ans. C'est à plus de 30 ans, 50 ans. Ça veut dire avec un plan bien précis des 50 prochaines années, je pense que nous pouvons. Et aujourd'hui, par exemple, dans les domaines industriels, ce que j'ai aimé, et je peux même demander peut-être à des jeunes Congolais surtout, de pouvoir lire également ces documents-là, s'inspirer, parce que demain, vous pouvez également devenir dirigeant. Le plan national d'industrialisation de la RDC, il est évalué à 48 milliards de dollars. Mais je pense que même beaucoup de Congolais ne connaissent pas ça. Beaucoup de Congolais n'ont pas ces plans. Mais quand vous les lisez, vous allez voir qu'il faut 48 milliards de dollars. Où trouver ces 48 milliards de dollars? Pour financer ces plans d'industrialisation. Donc, si on veut résoudre ce problème de dépréciation de la monnaie, résoudre ce problème de l'inflation,
Il nous faut 48 millions de dollars. Il nous faut un plan d'industrialisation exécuté comme celui-là. 48 milliards. 48 milliards de dollars. Mais est-ce que vous pouvez me poser la question, le budget de la RDC est autour de combien aujourd'hui? C'est autour de, je crois, 16 milliards par rapport aux prévisions, par rapport à l'année passée. 16 milliards. Et 18 milliards. avec le programme actuel du gouvernement, le gouvernement Toulouka, je crois on est autour de 18 milliards. 18 milliards. Des prévisions. Mais au moment de la réalisation, 92 annuels. Il se pose toujours un peu de problème. Vous voyez un peu. Pour réaliser 18 milliards, ce n'est pas aussi facile en RDC. Donc il faut des réformes courageuses, il faut lutter contre la corruption, il faut que chacun joue son rôle, chacun dans son secteur. C'est comme ça qu'on demande, par exemple, aux différents ministres du gouvernement de pouvoir travailler en fond pour que nous puissions atteindre ces résultats-là. Donc moi je pense que... Mais est-ce que c'est possible? C'est possible d'atteindre? Oui, effectivement, c'est possible d'atteindre. Je l'ai dit toujours que ce pays a beaucoup... je n'aime pas utiliser le terme argent, mais nous l'utilisons effectivement pour permettre à tous les téléspectateurs de nous suivre. Mais ce pays a beaucoup d'argent. Et l'argent se trouve dans l'économie. Je vais te donner une autre petite statistique, madame. 622 000 unités économiques identifiées en 2019. Petites unités économiques. Ça veut dire que ce ne sont pas des grandes entreprises. Nous avons 98,4% de ces unités économiques qui sont dans l'informel. Qui dit informel, dit faible mobilisation de recettes de l'État. Regardez aujourd'hui, bien que ce n'est pas un impôt du gouvernement central, vous savez l'impôt sur les revenus locatifs? Combien? Est-ce qu'il est mobilisé à Kinshasa? Prenons l'exemple d'abord de Kinshasa. Les locataires payent cet impôt? Pas du tout. On est concentré plus sur la Gombe, mais on a 24 communes. Moi, j'ai participé à la sensibilisation sur les civismes fiscal. Je vous parle de la réalité des terrains. Les gens ne payent pas cet impôt. Mais il faut que l'État développe des stratégies, des techniques pour pouvoir mobiliser cet impôt-là. C'est ce qui va nous permettre. Vous prenez l'impôt foncier. Revenu locatif. L'impôt foncier aujourd'hui en RDC. Combien de gens le payent? Concentré toujours sur les milieux urbains et la Gombe, un peu Kitambo, Limité, c'est tout. Quand vous allez par exemple à Selemba où vous posez la question, vous payez l'impôt foncier. Ils ne payent pas. Donc, alors que quand vous prenez... Mais il faut d'abord savoir ce qu'ils connaissent d'abord l'impôt foncier. C'est là où également la responsabilité maintenant étatique des structures étatiques. Mais ça, c'est votre responsabilité. Avez-vous vulgarisé l'information? Voilà, il faut vulgariser et c'est pour ça qu'on demande que chacun puisse jouer son rôle par rapport à son secteur afin que nous puissions atteindre en réalité ces assignations, mais également ce vœu. Mais l'argent s'y trouve en République démocratique du Congo. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter. Regardez dans l'administration publique. Est-ce que vous avez lu, je crois, un communiqué de l'Inspection générale des finances qui a démontré les fictifs au niveau de l'administration publique? Vous avez un numéro matricule avec 10 noms. Vous pensez réellement qu'on peut construire une administration efficace avec de telles pratiques? Pas du tout. Il faut changer de narratif, changer de paradigme, vous venez de le dire. Mais ma question, vous n'avez pas répondu à une question par rapport à la politique qui est aujourd'hui au-dessus de l'économie. Effectivement, c'est une question d'ailleurs qui est abordée au niveau de l'université, ce que nous appelons la centralité de la politique. La politique est au centre, mais il faut comprendre que la politique marche de pair avec l'économie. Il n'y a pas d'économie sans politique. Il n'y a pas également de politique sans économie. Et je vais vous donner l'exemple simple, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez voir l'ancien président Donald Trump, par exemple, qui est soutenu? Les personnes qui les soutiennent, ce sont des qui? Ce sont les grands hommes d'affaires. Vous avez quelqu'un comme Elon Musk qui soutient Donald Trump. Donc, vous voyez que l'économie marche avec la politique. Et donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons peut-être demander aux politiques de la République démocratique du Congo, c'est d'abord une prise de conscience nationale. Il faut que chacun comprenne que c'est d'abord l'intérêt général. C'est d'abord l'intérêt de la République. Lorsqu'on a une responsabilité, cette responsabilité-là, il faut l'assumer avec intégrité, mais surtout avec compétence. Il faut qu'on mette les femmes qu'il faut à la place qu'il faut
les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut également. Mais surtout, une très bonne coordination. C'est cette coordination qui va permettre chacun de pouvoir comprendre. Parce que, vous savez, la gestion gouvernementale, moi, je les qualifie toujours comme, je crois, un moteur. Parce que, vous voyez, lorsque le moteur fonctionne, il n'y a pas qu'un seul élément. Avant que le moteur soit allumé, ou soit que le véhicule puisse marcher, il y a plusieurs mouvements qui doivent se faire. Il suffit qu'un seul mouvement, qu'il n'y ait pas du carburant. Même si vous avez de l'essence, même si vous avez la batterie qui est pleine, vous n'allez pas démarrer. Donc, vous voyez que cette gestion gouvernementale doit se faire de manière coordonnée. Surtout que chacun s'approprie d'abord ses attributions et qu'il mette l'intérêt général de la nation au devant, avant ses intérêts personnels. C'est comme ça que nous allons pouvoir réussir, que nous allons être en mesure de pouvoir changer le paradigme comme nous le voulons et pouvoir diversifier l'économie nationale. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de politique sans économie. Ça marche de pair. Ça marche de pair. Nous avons parlé de l'indépendance des 64 ans de la RDC. Moi, je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions, que nous serons indépendants le jour où la République démocratique du Congo sera indépendante de manière économique. Cette indépendance économique nous permettra d'avoir le courage de s'opposer à certaines instructions ou certaines complicités à l'international. Si aujourd'hui, il y a dans certaines organisations, nous n'avons pas la voix, c'est également à cause de notre dépendance économique. Il suffit aujourd'hui qu'on nous dise, par exemple, qu'on ne vous fournit plus ça et nous sommes par terre. Donc, faites également allusion à la guerre de l'Est, qui est également une guerre économique aussi. Effectivement, c'est une guerre économique. Okay. Le Rwanda nous attaque. Ce n'est pas parce qu'il y a deux éléments qui participent dans cette guerre. C'est d'abord pour puiser les ressources minières de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est grand exportateur de coltan, alors que le coltan ne se trouve pas sur son sol. Donc, effectivement. Ça se comprend qu'il nous attaque pour ces richesses-là, mais également il nous attaque pour l'espace, parce qu'ils ont besoin de pouvoir occuper nos espaces. Les études ont démontré que d'ici à l'horizon 2050, ils seront nombreux, ils n'auront plus peut-être de l'espace pour vivre, et ils sont à la recherche de l'espace. Voilà pourquoi, moi, j'ai toujours appuyé l'idée du président de la République, qui a mis en place, je crois, quelque chose de 1 milliard, la loi portant programmation militaire. Je veux que ces plans, ces projets portant programmation militaire puissent s'exécuter afin que nous puissions bien sécuriser cette partie de l'Est et sécuriser en réalité les générations futures. Monsieur Tshibangou, une dernière question. Quel est l'indicateur qui permet justement de mesurer le taux d'inflation? L'indicateur qui permet de mesurer les taux d'inflation n'est rien d'autre ce que nous appelons l'indice de prix à la consommation. En fait, l'indice des prix à la consommation, c'est quoi? C'est un indice qui est calculé, en réalité, par la Banque centrale, mais également par l'Institut national des statistiques. Mais il y a une autre institution également au sein de l'Université de Kinshasa, l'IRES, qui calcule également l'inflation. On prend un panier des biens, parce que lorsque nous achetons les habits, les téléphones, la nourriture, par exemple, les tomates et autres, il y a 12 catégories de biens qui sont prises et puis calquées dans un panier. Mis dans un panier, et on calcule l'indice, l'évolution en réalité des prix de ces biens-là catégorisés. Et si on veut calculer maintenant les taux d'inflation, nous prenons l'indice des prix à la consommation au temps T. J'aimerais que vous alliez donner nous un exemple. Voilà, l'exemple est simple. La tomate qui coûte, par exemple. La tomate qui coûte, par exemple, 1000 francs. Passe de 1000 francs à 1500. À part la tomate, il y a les habits. Nous achetons les habits. L'habit est passé, par exemple, de 500 francs à 600 francs. On va maintenant prendre la somme des biens, comme je vous ai dit. Il y a des biens qui sont mis en catégories. Et il y a maintenant 12 catégories des biens. On prend maintenant l'évolution de leur prix pour l'année, pour le mois, par exemple, le mois de janvier et le mois de février. On veut maintenant calculer les taux d'inflation. On va calculer d'abord l'indice des prix
à la consommation. La variation, en réalité, d'abord... Le 1500 francs. Des 1500 des 1000 à 1500. À 1500, ok. Des 500 à 1000. Et on calcule maintenant l'indice. L'indice n'est rien d'autre que la moyenne. On va prendre maintenant la moyenne de toutes ces variations-là. Mis dans un panier, on calcule maintenant. C'est ces paniers-là qu'on appelle maintenant l'indice des prix à la consommation. Ça veut dire les variations pour le mois de janvier et les variations pour le mois de février. On calcule, on regarde l'évolution. Si on voit que l'indice est passé de, par exemple, de 2 à 3, on parle de l'inflation. Si l'indice passe, par exemple, de 2% par exemple, à moins 1%, on ne sera plus en situation d'inflation, mais on sera en situation de désinflation. Désinflation, ça veut dire que les prix ont baissé. Mais il ne suffit pas que la tomate augmente et on dit qu'il y a inflation. Non, l'inflation n'est rien d'autre qu'une hausse généralisée de prix. Les prix d'un bien peuvent augmenter, mais il n'y a pas inflation. Les prix des deux biens peuvent augmenter, mais il n'y a pas inflation. Mais il y a inflation lorsque l'indice des prix à la consommation, ça veut dire l'ensemble des paniers de ces biens, en moyenne, a augmenté, qu'on parle de l'inflation. Donc, on peut avoir une augmentation du prix d'un bien, mais il n'y a pas inflation en République démocratique du Congo. Voilà un peu, c'est un peu technique, mais... c'est vraiment technique. Voilà. J'espère que nos téléspectateurs ont quand même compris. Merci infiniment, M. Tshibangou. Un mot de la fin? Un mot de la fin, madame. Nous sommes déjà à la fin. Je dis seulement merci à BMTV pour cette invitation. Et je tiens à vous rassurer que je reste disponible, surtout lorsqu'il s'agit de questions économiques de la République démocratique du Congo pour son développement. Je suis prêt à pouvoir répondre à vos invitations futures et dire surtout aux Congolais, mais également aux jeunes de la RDC, que la RDC a toutes les potentialités possibles pour devenir ce grand pays que nous voulons, pour devenir ce grand Congo, pour devenir le leitmotiv de l'économie africaine, mais pourquoi pas l'économie mondiale. Donc si aujourd'hui la Chine est devenue cette grande économie, nous, la République démocratique du Congo, nous pouvons également renverser cette pyramide. C'est quand même honteux qu'aujourd'hui, nous soyons un pays qui importe de la Chine à hauteur de 50%. 50% des importations de la RDC viennent de la Chine. Et plus de 50% des exportations de la RDC vont vers la Chine. Donc, il y a une absence de résilience de l'économie nationale. Il suffit qu'il y ait quelque chose au niveau de l'économie chinoise, mais également au niveau de l'économie sud-africaine, et nous sommes par terre. Nous commençons à pleurer. Ce qui prouve que nous ne sommes pas résilients. Et ça doit nous indigner. Il faut que nous puissions renverser cette pyramide. Et nous interpeller aussi. Nous interpeller, c'est ensemble, avec une conscience nationale, que nous pouvons aboutir à renverser cette pyramide, mais surtout à changer des narratifs, comme vous l'avez dit tout au long de cette émission. Merci infiniment, M. Tshibangou. Merci beaucoup, Madame. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Je crois que nous y reviendrons avec les systèmes éducatifs de la RDC. Je ne sais pas si vous serez d'accord que vous puissiez être notre invité prochainement, justement. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Retrouvez-nous sur YouTube, BMT Télévision. Et aussi, si vous avez des préoccupations, laissez-nous un petit commentaire. Au revoir.